Alors, cette expérience d'aimer regarder des machines, d'admirer des machines, c'est une expérience assez commune, elle ne se limite pas à Jules Verne. De très nombreux gamins rêvent encore, et je le fais aussi, sur des machines de chantier, des usines, sur des machines qui envoient des hommes dans la Lune ou ailleurs, des machines qui nous amènent à plonger dans la mer. Mais cette expérience que nous avons tous plus ou moins faite, de regarder un chantier, de regarder les pelleteuses ou de regarder quelque chose comme des avions qui vont décoller, par exemple à Toulouse, à l'aéroport de Blagnac, c'est une expérience relativement récente pour l'humanité. Cette conjonction comme expérience partagée entre mon imaginaire et la réalité qui est qu'il existe des machines disponibles un peu partout. Pour qu'on rêve sur les machines, il faut qu'il y ait des machines et que les machines soient plus ou moins accessibles. Or, l'emploi des machines est resté relativement marginal dans la vie commune des hommes jusqu'au XIXe siècle. Alors évidemment, il y a les machines du théâtre, les machines de l'opéra au XVIIe siècle, mais ça concerne un nombre limité de gens qui vont au théâtre et en plus qui vont dans les coulisses. Il y a des systèmes hydrauliques qui existent, évidemment, les moulins, hein, voilà, qui fonctionnent. Il y a les moulins à vent, bien entendu. Il y a un certain nombre de machines de guerre dans certaines opérations militaires. Et on sait que les Romains, par exemple, disposaient de machines de guerre. Il y a les montres, ce qui se développe en particulier à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle. On sait que Beaumarchais sera un créateur de montres. Il y a les poupées mécaniques. Il y a quelques rêves de machines. Et par exemple, un grand rêveur de machines s'appelle Léonard de Vinci. Mais dans la vie commune des hommes, eh bien, la présence des machines est relativement limitée. Il y a peu de présence réelle, pour employer une notion théologique, des machines dans la vie commune d'un agriculteur ou d'un paysan qui vivrait dans les Pyrénées quelque part vers 1540. Et en effet, il y a une très faible place des machines dans les représentations littéraires anciennes, 15e, 16e, 17e, 18e siècle encore. Pas de machines dans La Princesse de Clèves, par exemple, ou dans l'Iliade, ou dans la Bible, voire dans Madame Bovary, quand bien même on peut se dire que l'énorme cheval par lequel Ulysse rentre dans la cité de Troie est une sorte de machine, pas de machine non plus dans le Rouge et le Noir ou dans le Père Goriot. S'il apparaît des machines dans les Fables de La Fontaine, que j'ai citées tout à l'heure, c'est juste des petits dispositifs qui permettent, par exemple, dans Le Loup et le Renard, le mot machine apparaît, avec des seaux du renard de descendre dans le puits et de faire remonter le loup, plutôt l'inverse, de faire descendre le loup et de se sauver lui-même quand il peut. Eh bien, un des grands exemples de machines dans la littérature ancienne, c'est sans doute les moulins de Don Quichotte. On voit bien ces moulins qui apparaissent et que le chevalier à la triste figure prend pour des monstres abominables, mais il ne va pas donc rêver sur les machines, il va croire que les machines sont des rêves. Au fond, les machines vont apparaître comme un outil qui va se mettre à conforter son rêve, qui est un rêve extérieur au machinisme, mais qui est un rêve, disons, de chevalier médiéval qui combattrait des monstres pour sauver des belles dames et pour lui, quant à lui, dulciner du Toboso. Et soudain, quelque chose change en littérature et en art, au fond, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est-à-dire à la période où apparaît Jules Verne aussi. On connaît quelques titres. Par exemple, un livre très remarquable et toujours lu d'Émile Zola s'appelle La bête humaine. La bête humaine, donc, c'est une locomotive et donc, dans ce roman-là, on décrit effectivement le fonctionnement de cette bête humaine, on décrit comment les gens sont transportés, on décrit surtout comment les chauffeurs sont comme dévorés par cette espèce de machine. Et donc, la bête humaine est à la fois donc humaine et un animal. Il y a une sorte d'oxymore qui est créé. Et donc, elle relève de la catégorie de ce qui est impossible, hein, un oxymore, on va dire, qui est monstrueux. À peu près au même moment, c'est-à-dire autour de 1880, le peintre Monet, bien connu pour peindre des paysages, des bords de rivières, des choses du côté de la Normandie, des bateaux à voile, des femmes sous des ombrelles ou autres, peint une série de 12 tableaux qui représentent la gare Saint-Lazare, avec évidemment des bêtes humaines, c'est-à-dire des locomotives en grand nombre. Mais aussi, bon, si je reviens sur Zola, je vois bien que dans Germinal, par exemple, les machines minières sont très nombreuses et quelque peu effrayantes. Déjà, un peu auparavant, les machines avaient pointé un peu leur nez en littérature, par exemple chez Balzac, dans Les Illusions perdues, où il y a des questions d'imprimeurs, d'imprimerie, et donc il y a des presses, des machines assez considérables.
On les voit aussi pointer de manière puissante dans un roman un peu méconnu parfois, un peu, hélas, de Victor Hugo, mais extrêmement célèbre en son temps, qui s'appelle Les Travailleurs de la mer. Dans Les Travailleurs de la mer, roman qui se passe, que Hugo écrit pendant la période de l'exil, hein, quand il est à Guernesey, qui se passe donc dans les îles anglo-normandes, on voit la rivalité entre un vieux système de bateaux qui transportent les gens grâce à la voile et un nouveau système qui est un bateau et qui s'appelle la Durande, qui est équipé d'un moteur à vapeur. Et donc, il y a un combat entre ces deux générations de bateaux, et la Durande va être presque détruite, envoyée sur un énorme rocher, la roche Gilles Humbre, par un certain Clubin, qui est le mauvais personnage. Et au bout du compte, cette Durande, sur ce rocher, va être malgré tout sauvée par Gilliatt, qui est plus ou moins Goliath, qui est aussi William Shakespeare. Et sur ce rocher, il va y avoir à la fois la machine, et puis dans les profondeurs du rocher, il va y avoir l'épouvantable pieuvre qui va dévorer un certain nombre de personnages, en particulier Clubin dedans. Donc la machine est une machine à rêve, une machine d'horreur, une machine mythologique, en même temps une machine de progrès, une confie ses espoirs de modernité, d'espérance, de transformation, disons, technique, industrielle, de rapidité des voyages, et aussi du côté de l'amour se trouve la machine dans cette affaire-là. Mais ça reste, disons, le moment où les machines font leur entrée vraiment dans les œuvres littéraires. En revanche, les machines vont se mettre à avoir un rôle capital de plus en plus grand dans la littérature et dans l'art de la fin du 19e et surtout du 20e siècle. Demain, on va avoir à l'Hôtel de la César un colloque qui va s'appeler quelque chose comme Proust, les sciences et les techniques. Et il suffit de lire les œuvres de Proust pour voir apparaître des machines en grand nombre, des trains, des avions, des automobiles, des téléphones et bien d'autres choses dont on pourra le lendemain. Et puis, si on va se promener dans les œuvres de Butor, par exemple, la modification, on voit apparaître le train, par exemple. Dans d'autres romans, dans d'autres pièces de théâtre, on va voir apparaître les avions ou bien d'autres choses. Et puis, tout ce qu'on appelle la science-fiction au XXe siècle va développer les robots, les fusées, les machines énormes ou microscopiques, peu importe. Et donc, il y a quelque chose qui se passe, disons, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, en France et puis dans le monde. À peu près au même moment, la machine entre en littérature et en art. On la peint, on la représente, on va la filmer très très vite grâce à des machines qui sont les machines qui permettent le cinéma, et aussi on l'écrit. Pour Jules Verne, l'histoire de la machine dans son œuvre commence avec 5 semaines en ballon. 5 semaines en ballon, c'est un roman qui date de 1863, et donc en général, beaucoup de Français le connaissent, l'ont lu. Il y a pendant 5 semaines, donc, au-dessus de l'Afrique, un ballon qui se déplace avec des personnages. Le ballon est une machine, à ce moment-là, moderne, une machine qui est inventée, disons, à la fin du XVIIIe siècle, qui fonctionne, dans laquelle on a de grandes espérances au milieu du XIXe siècle, et qui permet donc de se déplacer au-dessus de territoires qu'on considère comme plus ou moins sauvages. Cette histoire est liée à la colonisation. Eh bien, le ballon permet donc une certaine maîtrise du territoire par la maîtrise de la vitesse qu'elle donne, plus grande que celle des populations qui sont là, les populations autochtones. Et donc, c'est ce roman qui a immédiatement un très, très grand succès, accomplit une partie du rêve des Européens qui vont le lire massivement, donc aller vite, passer au-dessus, dominer des territoires africains qu'on pense sauvages, dangereux et autres, et s'en tirer, on va dire, proprement. On voit dans 5 semaines en ballon, les individus qui sont dans le ballon tirer au fusil sur les autochtones, mais aussi sur les animaux sauvages. Et donc, c'est le moment où, selon l'expression d'un grand spécialiste et un grand penseur de Jules Verne, qui s'appelle Michel Serres, notre géographie envahit la planète. Notre géographie envahit la planète. Et Jules Verne est solidaire de cela. Jules Verne, beaucoup pensé par Michel Serres, qui est un de ceux qui, a introduit en littérature et en pensée Michel Serres, qui était, du ton, quant à moi-même, je faisais mon mémoire de maîtrise dans les années 76-77, quelque peu méprisé, considéré comme un auteur encore pour les enfants, pour les gamins, et pas du tout un grand auteur et surtout pas un grand penseur. Michel Serres est celui qui, dans un livre que je conseille à tout le monde, qui s'appelle Jouvence sur Jules Verne, est le premier probablement à avoir dit mais Jules Verne, ce n'est pas simplement un écrivain pour les gamins, c'est un type avec lequel on peut penser. Alors, chez Jules Verne,
il y a une conjonction extrêmement forte entre le rêve géographique et le rêve lié à la machine. Le rêve géographique, c'est un grand rêve du 19e siècle. À Toulouse, nous avons dans l'hôtel de la César une société de géographie qui date de ces années 1860. Il y a un grand plan relief des Pyrénées qui est là présent et qu'on peut montrer à des tas de gens. C'est ce que Baudelaire définit dans un poème qui s'appelle Le Voyage, quand il parle de l'enfant amoureux de cartes des estampes. L'Européen, parfois enfant du 19e siècle, rêve sur les cartes, sur les estampes qui représentent des paysages un peu lointains et évidemment rêve d'envahir, de coloniser, de voyager aussi, de faire du tourisme. Vous savez, le mot tourisme d'origine anglaise est inventé en langue française par Stendhal. Et donc ça, c'est le grand rêve géographique du 19e siècle où on multiplie les cartes, les voyages, etc. Et puis d'autre part, il y a un grand rêve lié à la machine. Et le ballon, c'est une des grandes machines qui aura un peu ses limites, mais qui est importante au 19e siècle. Et donc, 5 semaines en ballon réunit ces deux rêves. Ces deux rêves, on les retrouve quand on va se promener à Nantes, Nantes dont Jules Verne est originaire. On reviendra un peu sur sa biographie. Si on va se promener à Nantes, il y a ce qu'on appelle l'île de Nantes, et là-dedans, il y a la machine ou les machines créées par François de la Rosière, bien connu à Toulouse aussi à un certain moment. Et donc, parmi ces machines, il y a énormément de machines qui viennent de Jules Verne, hommage à l'enfant du pays, Nantes, et aussi des machines reliées à Léonard de Vinci. Et on sait que Léonard de Vinci a été reçu par François Ier, pas très loin de Nantes. Et donc, une de ces grosses machines fabriquées par François de la Rosière s'appelle la maison à vapeur. Alors, il y a effectivement un roman de Jules Verne, pas très connu, un peu moins connu que d'autres, qui date de 1880 et qui s'appelle La maison à vapeur. Qu'est-ce que c'est, cette maison à vapeur? Donc, un titre un peu bizarre, La maison à vapeur. On est en Inde, un certain colonel qui s'appelle le colonel Munro, qui fait un voyage à travers l'Inde avec cette machine fabriquée pour un raja. Qu'est-ce que c'est que cette machine? C'est une machine à vapeur gigantesque avec des roues très équipées. Très équipé, on peut habiter dedans, on peut faire un tas de choses à l'intérieur, il y a le confort complet. Mais l'effet central de cette machine à vapeur, qui fonctionne un peu comme un train, c'est qu'à la tête de cette espèce de train, dans lequel il y a tous les équipements nécessaires pour vivre, il y a un énorme éléphant motorisé. Donc, à la tête de la machine, il y a un énorme éléphant qui sert de locomotive. Et donc, on a une sorte de machine animale, animal-machine. Vous voyez, si on reprend l'expression cartésienne, ou plus ou moins cartésienne d'animal-machine, elle est comme incarnée, réalisée par le méchant à vapeur. Et donc, l'énorme machine n'existe pas, évidemment, cette énorme machine, la maison à vapeur, quand Jules Verne écrit, mais au fond, ce n'est pas tout à fait impossible, autour des 1880, de fabriquer quelque chose comme une locomotive qui serait transformée, déguisée, habillée en éléphant. Il y a là une sorte de possibilité, c'est pas tout à fait impossible, c'est vraisemblable, ça ne se fait pas. Bon, il y a des tas de raisons pour lesquelles on n'a pas besoin de faire cela, mais ça fascine un petit peu parce qu'il y a un double déplacement dans cette affaire de l'animal sur le machinal, du machinal sur l'animal. De l'animal sur le machinal, l'éléphant devient une machine, du machinal sur l'animal, la machine devient un éléphant. Alors, si on se souvient de ce que c'est qu'une métaphore en grec, une métaphore, c'est un déplacement. Forein, c'est porter, et méta à côté. Et donc, la métaphore, c'est un processus de déplacement. Donc, on porte, par exemple, la machine sur l'animal ou l'animal sur la machine. Et la métaphore, c'est un processus absolument central du rêve. On va rêver par déplacement. Par exemple, je vais rêver que mon professeur a une tête de chien ou que le chien a un corps de professeur, peu importe. Et donc, quelque part, le déplacement non motivé rationnellement, c'est quelque chose qui a à voir profondément avec le rêve. Et la maison à vapeur est effectivement une machine de rêve dans laquelle sont associées la monstruosité plus ou moins réelle de l'éléphant avec une autre monstruosité qui est celle de la machine, et se crée quelque chose qui évidemment a fasciné François de la Rosière et qui fascine tous les enfants quand ils se rendent dans l'île de Nantes, parce qu'ils voient un énorme éléphant qui est aussi une machine, où ils voient une énorme machine qui est aussi un éléphant, les deux à la fois. Et on se souvient qu'on a fait déplacer une énorme machine de François de la Rosière il n'y a pas très longtemps dans Toulouse, et les gens s'acclimaient, suivaient cette espèce de machine qui était un monstre, une sorte de minotaure, qui était une machine, qui était un monstre, qui était un monstre, qui était une machine. Alors, Jules Verne a créé, donc, dans son roman, et ce roman est équipé d'illustrations, on va y revenir un petit peu, cette énorme machine, la maison à vapeur. Qu'en est-il de Jules Verne? Jules Verne, pour le situer, donc, il naît en 1828
donc début du XXe, XIXe siècle, 7 ans après la mort de Napoléon, et il meurt au début du XXe siècle, en 1905. Donc, il n'aura pas connu la guerre de 14, et il naît un peu de temps avant que Proust ne commence à publier les premiers tomes de La Recherche du temps perdu, quelques années plus tard. Donc, ses débuts dans la vie, il les fait à Nantes, où il naît, et là, il fait des études, d'abord dans des collèges religieux, puis ensuite dans ce qui est le lycée de Nantes, où même j'enseignais, des études pas toujours très réussies, c'est pas un élève extrêmement brillant. Euh, Tout de suite, il se dit qu'il a envie, lui qui naît d'un milieu juridique, il a envie de faire des activités littéraires, et il se met à écrire, hein, comme beaucoup de jeunes, bon, évidemment des poèmes, il écrit un peu du théâtre, et par exemple, dès 1850, donc on voit il est jeune, il réussit à faire jouer une pièce qui s'appelle Les Pailles rompues. Et puis, plusieurs autres pièces de théâtre qui ont un succès plus ou moins modéré. Il finit par se marier. Apparemment, ce n'était pas vraiment un homme à femme. Il finit par rencontrer une femme, il l'épouse. Mais donc, sa carrière littéraire d'auteur, qui va vraiment devenir Jules Verne, ne commence en fait qu'en 1862, lorsqu'il rencontre un personnage vraiment fondamental qui s'appelle Pierre-Jules Hetzel. Pierre-Jules Hetzel, c'est un type un tout petit peu plus âgé que lui. Lui, il est né en 1814, il mourra en 1886. C'est un éditeur de grands écrivains romantiques, par exemple Balzac et Victor Hugo. C'est non seulement un éditeur d'auteurs romantiques, mais c'est un auteur qui a des idées en matière d'édition, de format de livre, et qui a aussi des projets politiques. Hetzel est plutôt un républicain, il croit au progrès, il croit à la diffusion des connaissances littéraires, philosophiques, scientifiques. Au fond, Hetzel adhère déjà, dès 1830-40, à Science Animation, avec une certaine anticipation. Il participe vraiment de ce projet dont Necette Mandy est un animateur avec les cercles de zététique. Et donc, vraiment, Jules Verne rencontre Hetzel et il lui confie ce manuscrit d'un texte qui s'appelle à ce moment-là Un voyage en l'air, qui deviendra, après force correction exigée par Hetzel. Hetzel veut vraiment que ça devienne un livre qui puisse être lu et aimé par des quantités de lecteurs, et pas quelque chose d'un peu brouillon, qui va devenir, en 1863, 5 semaines en ballon. Donc, le livre est le résultat d'une rencontre et d'une collaboration entre un éditeur qui a déjà beaucoup de bouteilles, puisqu'il est né en 1814, et un écrivain assez jeune qui ne sait pas encore très bien ce qu'il veut faire, à part qu'il a envie de faire de la littérature, mais jusqu'à présent, il a un peu tout essayé, en particulier du côté du théâtre et aussi des nouvelles, mais avec un succès plus ou moins modéré. Et d'un seul coup, 5 semaines en ballon, avec ce titre-là, ce titre très, très remarquable, va être un succès considérable. Il va être édité, réédité, traduit en plusieurs langues. Et donc, immédiatement, Hetzel, voyant le filon, propose à Jules Verne un contrat d'édition, comme il le faisait. Il lui propose, et presque lui impose, de lui proposer et lui demande d'écrire 2 romans par an jusqu'à la fin de ses jours. Alors, donc, en échange de l'argent. Donc, voilà Jules Verne qui a maintenant un métier tranquille et un devoir, écrire, un peu comme demander à Balzac d'écrire énormément, d'écrire 2 romans par an qui seront publiés en volume et en feuilleton de différentes manières. Et donc, voilà un chantier. Et donc, effectivement, Jules Verne va s'y tenir. Et en effet, il va publier jusqu'à la fin de ses jours 2 romans par an à peu près, parfois plus. Et donc, ça va donner une production de 62 romans qui vont être les Voyages extraordinaires, la grande série bien connue. Et ça commence très très vite. Dès 1864, il publie les aventures, les aventures du capitaine Hatteras, qui est le premier des voyages extraordinaires, mais qui est un voyage extraordinaire sans machine, sans grande machine. Le deuxième, qui lui est resté vraiment dans la mémoire de chacun, c'est en 1864, le voyage au centre de la Terre. Donc on sait qu'il y a une expédition avec des sortes de géologues qui descendent par des trous et qui vont se balader dans les profondeurs terrestres où ils rencontrent des choses assez étranges, genre de dinosaures dans des lacs d'hiver, et ils vont finir par remonter par un volcan, par l'Islande. Ils n'ont guère besoin de machines, puisque donc il y a des flux naturels, en particulier volcaniques, qui leur permettent de remonter ou parfois de descendre, et qu'il y a des trous qu'ils n'ont pas besoin de creuser, puisque donc des systèmes volcaniques ont creusé ces grands trous. Le premier vrai roman à machine de Jules Verne, ça s'appelle De la Terre à la Lune, et ça date de 1865, excusez-moi. De la Terre à la Lune, tout le monde connaît à peu près l'histoire. On ne sait pas toujours très bien que c'est un roman qui commence après la guerre de sécession américaine. Les artilleurs s'ennuient un peu, ils ne savent pas trop quoi faire avec leurs canons, puisque donc il n'y a plus de combat. Et donc, ils ont l'idée de se fabriquer avec les techniques du temps, mais en les poussant à l'extrême,
un canon beaucoup plus puissant que tous les canons qui existent, qui leur permettrait d'envoyer quelqu'un des gens sur la Lune. Et en particulier un certain personnage qui s'appelle Michel Ardan. Michel Ardan, c'est Nadar. Mais pour la première fois, mais on va le retrouver souvent, Nadar Ardan, c'est le retournement des lettres de Nadar, le photographe très célèbre du 19e siècle, qui a photographié à peu près tout le monde, Victor Hugo, Balzac, Jules Verne, Hetzel et bien d'autres, en Ardan, c'est-à-dire l'homme du feu, qui est l'homme de la photo qui devient l'homme du feu, Michel Ardan, voilà immédiatement, donc un retournement. Et donc ce canon gigantesque, et on retrouvera le canon gigantesque dans un autre roman de Jules Verne, propulse vers la Lune une petite équipe qui d'ailleurs va tourner autour de la Lune, ne va pas atteindre la Lune, et quelques années plus tard, Jules Verne va fabriquer un nouveau roman qui va s'appeler Autour de la Lune, où effectivement cette petite équipe dans ce gros obus fait le tour de la Lune, voit la face cachée de la Lune, voit la Terre depuis la Lune, et fait déjà des expériences qui seront reproduites plus tard. On a marché sur la Lune, mais ils ne marchent pas eux sur la Lune, dans Objectif Lune en tout cas, et qui donne toujours à rêver aux gens qui, comme moi, ont eu la chance de voir pour la première fois des fusées spatiales partir vers la Lune avec Armstrong et quelques autres, et on se souvient de cela. Donc, j'insiste pas beaucoup sur De la Terre à la Lune pour l'instant, je vais insister davantage sur le roman qui suit, qui est probablement infiniment plus célèbre, infiniment plus passionnant, même si celui-là déjà très bien, qui s'appelle 20 000 lieues sous les mers. En 1869-70, Jules Verne publie, donc écrit et publie 20 000 lieues sous les mers, qui est donc le second de ces voyages extraordinaires à proposer une machine véritablement extraordinaire, c'est-à-dire une machine qui n'existait pas du vivant de Jules Verne. Alors cette machine, donc c'est le sous-marin qui s'appelle le Nautilus, qui est d'abord confondu par les gens qui voient à travers la mer quelque chose d'un peu effrayant, qui coule quelques bateaux, qui fait de la lumière et autres, et qui est confondu avec une sorte de narval géant. Et on sait que des personnages se trouvent embarqués dans ce bateau, et là-dedans, dans ce bateau qui est un sous-marin, ils voient qu'il y a une bibliothèque, qu'il y a des cuisines, qu'il y a un fonctionnement avec des machines qui fonctionnent à l'électricité. Et donc, le personnage principal interroge effectivement le capitaine Nemo, qui est donc le capitaine fabricant, ingénieur et pilote essentiel de ce navire, qui lui décrit, alors par exemple dans cette édition de poche, le Nautilus lui-même. Alors je lis quelques lignes de Jules Verne, qui sont des lignes presque illisibles et en même temps adorablement lisibles. Le Nautilus se compose de deux coques. C'est évidemment Nemo qui parle et qui explique donc au professeur Aronnax, qu'il a embarqué de force dans son bateau, qui explique effectivement comment ça marche. Le Nautilus se compose de deux coques, l'une intérieure, l'autre extérieure, réunies entre elles par des fers en T qui lui donnent une rigidité extrême. En effet, grâce à cette disposition cellulaire, il résiste comme un bloc, comme s'il était plein. Son bordé ne peut céder. Il adhère par lui-même et non par le serrage dérivé, et l'homogénéité de sa construction, due au parfait assemblage des matériaux, lui permet de défier les mers les plus violentes. Ces deux coques sont fabriquées en tôle d'acier dont la densité par rapport à l'eau est de 7-8 dixièmes. La première n'a pas moins de 5 cm d'épaisseur et pèse 394 tonneaux 96 centièmes. La seconde enveloppe la quille, haute de 50 cm et large de 25, pesant à elle seule 62 tonneaux. La machine, le lest, les divers accessoires et aménagements, les cloisons et les étrésillons intérieurs ont un poids de 961 tonneaux 62 centièmes qui, ajoutés aux 394 tonneaux et 96 centièmes, forment le total exigé de 1356 tonneaux et 48 centimètres. Est-ce entendu? C'est entendu, répondis-je. Celui qui répond, donc, c'est effectivement le professeur Aronnax. Et donc, on a là un texte très typique de Jules Verne, qui est à la fois très, très lisible, les phrases sont d'un français parfait, correct, les mots sont compréhensibles, en même temps presque illisible, parce qu'il y a tellement de précisions techniques, comme il y a dans d'autres endroits tellement de listes de poissons, qu'on va en partie non pas lire le texte dans son détail, vérifier, calculette en main si les additions qui sont faites et si les possibilités techniques se vérifient, mais on va au fond être amené à rêver non seulement sur la machine, mais à rêver sur la technicité de la machine et sur les nombres et sur les détails techniques qui sont proposés. Et donc, on a quelqu'un qui nous explique très bien comment ça marche. La plupart des lecteurs, même s'ils lisent le passage un peu précisément, ne comprennent pas vraiment comment ça marche, mais quand même sont plus ou moins fascinés par la description qui nous est proposée là.
Et donc, cette machine est au service du rêve d'un homme qui s'appelle Nemo. Nemo, donc en latin, personne. Et on se souvient que dans l'Odyssée, il y a un personnage qui s'appelle Ulysse qui dit au Cyclope qui veut le tuer qu'il s'appelle Outis, c'est-à-dire rien, personne véritablement. Et quand le Cyclope, on lui demande qui est-ce qu'il a blessé, il dit c'est Outis, c'est personne, c'est personne. Et donc, eh bien, ce n'est pas très efficace de dire c'est personne qui m'a tué, parce que si c'est personne qui l'a tué, il est personne. Nemo est personne, mais en même temps, il est peut-être tout homme dedans, parce que si on retourne évidemment Nemo dans les lettres, on obtient homme, bien sûr, assez rapidement. Voilà. Et donc, cet homme qui est Nemo fuit les hommes. Une de ses idées, c'est manifestement de se venger en partie d'eux, on ne comprend pas très bien pourquoi, devenir en partie maître du monde, ou en tout cas maître d'une partie la plus vaste du monde, qui est la mer ou les océans, les profondeurs des mers. Au fond, ce personnage fabrique cette machine par lui-même, et cette machine est au service des rêves des lecteurs. Parce qu'en effet, les lecteurs, aujourd'hui encore, on se souvient du commandant Cousteau, qu'on a tous plus ou moins admiré, on partage un peu ce désir de plonger sous les eaux et d'accomplir ce qu'un lecteur de Jules Verne, très peu d'années après la publication de 20 milieux sous les mers, va développer dans un poème ultra célèbre qui s'appelle Le bateau ivre. Et donc, dans le bateau ivre, il y a ce vers « Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir ». Eh bien, cette vision de ce que l'homme a cru voir vient de Jules Verne. Il est aussi question des noyers pensifs qui descendent, qui sont des descriptions des gravures qui accompagnent le livre de Jules Verne. Et donc, ce désir de plonger dans les mers, nous le partageons tous, et ça se prolonge au moins jusqu'au capitaine, au commandant Cousteau, mais aussi à Tintin et Milou. On a tous lu Le Trésor de Rackham le Rouge, on a tous lu Le Secret de la Licorne, et on sait que Jules Verne lui-même a énormément lu Jules Verne, et en particulier 20 milieux sous les mers, et auparavant De la Terre à la Lune, qu'il le cite, qu'il reprend des images en tout genre, et donc cette rêverie de plonger dans la mer, de trouver au fond de la mer des trésors, de voir des choses qu'on ne peut pas voir autrement, des poissons admirables, des coraux, et donc un désir qui satisfait les rêves des lecteurs. Mais attention, il faut un peu revenir sur le mot rêve. Ce mot rêve qui a été introduit donc par Olivier Moll quand il m'a proposé ce sujet de conférence, la machine au service de nos rêves. Le mot rêve est un mot très joli, mais aussi un mot un peu piège à bien des égards. Les rêves dont il est question ici, avec Jules Verne, ce n'est pas strictement, ou en tout cas exclusivement, les rêves, si on entend par rêve une puissance imaginante en dehors du réel, voire contre le réel. Le rêve qui serait le contraire du réel, le rêve qui permettrait d'échapper au réel, le rêve qu'on pourrait dire peut-être éventuellement surréaliste à la rigueur, en tout cas le rêve extrêmement onirique. Ce rêve dont la valorisation vient du romantisme et passe évidemment par le surréalisme. On le trouve chez Nerval, chez Hugo, chez Rimbaud, et la psychanalyse a donné une forte légitimité psychologique, en tout cas, à ce rêve. Le rêve dont il est question chez Jules Verne, c'est d'abord essentiellement un rêve de connaissance et qui tente de s'accorder au maximum avec les connaissances disponibles de son temps. Au fond, c'est un rêve sans les drogues, sans les substances hallucinogènes. C'est le rêve sans le délire. C'est le rêve sans ce que Nerval appelle l'épanchement du rêve dans la vie réelle. En fait, c'est plutôt le réel qui se transforme progressivement en matière de rêve par le travail de la connaissance. Alors ça se relie, c'est pas propre pas seulement à Jules Verne, ça se relie à un grand rêve européen qui lui-même remonte en fait au XIXe siècle à des gens comme Descartes ou Malebranche ou bien d'autres, c'est-à-dire ce grand projet qu'incarne l'encyclopédie au XVIIIe siècle, le grand projet de découvrir la totalité du monde dans tous ses aspects. On va dire que c'est une sorte de rêve un peu fou à certains égards, de connaître, de tout connaître, de voir véritablement totalement la totalité des choses, ce qui peut amener Faust à faire éventuellement un pacte avec le diable. Alors, effectivement, ce rêve vernien, c'est ce rêve-là, c'est ce rêve hanté sur un désir de connaissance qui lui-même remonte à la philosophie, disons, de gens comme Descartes, qui est animé par la philosophie des Lumières, qu'on va retrouver dans certaines parties du romantisme, mais pas dans toutes, parce que ce n'est pas le rêve de gens comme Fuseli, par exemple, dont les œuvres sont exposées en ce moment à Paris, au musée Jacques Marandré.
Le Nautilus n'est pas un objet simplement fantasmatique. Le Nautilus est un objet qui est effectivement possible, ou à peu près possible, vers le dernier tiers du XIXe siècle. Il est vraisemblable. Il est extraordinaire, mais il n'est pas extravagant. Jules Verne s'est considérablement documenté. Légitimement, de ce point de vue-là, il peut être dit comme un auteur de science-fiction, parce qu'effectivement, il y a bien de la fiction, mais il y a aussi de la science dedans, et beaucoup de science. C'est le contraire de quelqu'un comme Cyrano de Bergerac. Je ne vais pas parler du Cyrano de Bergerac de Jean Rostand, mais du Cyrano de Bergerac qui vit dans la première moitié du XVIIe siècle, qui est un libertin bien connu et qui écrit de livres dont Jules Verne s'est en partie inspiré, dont l'un s'appelle Les États et les empires de la Lune et l'autre Les États et les empires du Soleil. Dans ces deux livres, le héros, qui s'appelle Dircona, qui est un anagramme de Cyrano de Bergerac, s'envole d'abord vers la Lune, puis s'envole vers le Soleil. L'envol vers la Lune, il le fait avec une machine qui est faite de grands sacs pleins de rosée et qui font que le personnage d'Ircola décolle au-dessus de Paris et se retrouve au bout du compte au Canada, puis ensuite vers la Lune. Et quant à l'envol vers le Soleil, le héros d'Ircona eh bien, décolle vers le Soleil depuis Toulouse. Cyrano de Bergerac est un des grands auteurs, on peut dire, si on peut dire, la science-fiction à la rigueur toulousaine. Son héros est emprisonné par les catholiques qui ont cru voir en lui un sorcier dans une prison qui est à côté de la place du Salin, qui existait effectivement. Et de là, il décolle la place du Salin avec une machine bizarre qui s'appelle un icosaèdre, qui, avec des miroirs étranges, concentre la lumière solaire et permet de décoller vers le Soleil. Alors, c'est évidemment une machine invraisemblable. Cyrano le sait fort bien, ses lecteurs le savent fort bien. C'est une machine comique. De ce point de vue-là, Jules Verne n'est pas du tout Cyrano de Bergerac. On l'a vu avec le passage qu'on a lu du Capitaine Nemo. La machine, effectivement, le sous-marin ou le canon vers la Lune, c'est une machine qui est difficile à fabriquer dans les années 1880, probablement impossible à fabriquer, mais qui n'est pas tout à fait invraisemblable si on appliquait toutes les connaissances de la science du temps, qu'on avait les moyens financiers pour les faire et qu'on avait les ouvriers, les techniciens pour s'y employer. Au fond, Jules Verne est l'anti-rêveur si on se dit que Cyrano de Bergerac est du côté de la rêverie pure. Il est quelqu'un qui honte son travail sur une documentation considérable, tant bien même il n'est pas scientifique. Alors, après 20 000 lieues sous les mers, Jules Verne, maintenant extrêmement célèbre dans le monde entier, parce que le livre est extrêmement traduit, va multiplier les romans qui ne sont pas tous des romans à machine, tant s'en faut. Alors, il ne faut surtout pas réduire l'œuvre de Jules Verne, ces 62 romans à 62 romans qui seraient 62 romans sur des machines et dont le modèle serait 20 000 lieues sous les mers. Jules Verne explore des thèmes très divers, des tons divers, des lieux, des types de récits extrêmement divers. Il multiplie les entreprises de création littéraire, théâtrale. En fait, son ambition, véritablement, c'est de devenir un grand écrivain de théâtre, de littérature. Mais ça ne suffira pas. Et il faut savoir que la fin de la vie de Jules Verne est très amère de son point de vue, parce qu'il constate, à la fin de sa vie, qu'il y a eu 42 élections à l'Académie française, et que lui, qui est pourtant un des écrivains français les plus connus, les plus traduits dans le monde et les plus publiés, il n'a jamais été question de lui à l'Académie française. Il y a une grande amertume. Jules Verne, qui voulait devenir un écrivain comme Balzac, comme Victor Hugo, comme bien d'autres, restera toujours, disons, aux yeux des gens comme un écrivain pour la jeunesse et donc pas véritablement un écrivain. Alors, quelques titres de Jules Verne, on va revenir un peu sur les machines. En 1872, il publie un des livres les plus célèbres qu'il ait fait, qui s'appelle Le Tour du monde en 80 jours. Là-dedans, effectivement, il y a toute une série de machines qui se promènent sans qu'il y ait cependant d'invention radicale, comme était le sous-marin qu'on a vu tout à l'heure, ou comme était le canon gigantesque. Dans le Tour du monde à 80 jours, Phileas Fogg fait le pari de faire le Tour du monde à 80 jours en utilisant les dispositifs qui, au milieu du 19e siècle, sont à son service. Et donc, il y a le chemin de fer, il y a les bateaux à vapeur, il y a les chevaux, bien entendu, il y a aussi la marche à pied. Et donc, ainsi, en 80 jours, il réussit, après avoir cru échouer, mais bon, le sens de la Terre fait qu'en fait, il n'a fait que 80 jours, il réussit à faire ce voyage autour de la Terre qui redouble le chiffre 40. Vous savez, le 8, c'est une sorte d'infini redressé. Le 40, c'est le lieu de l'enfermement, la prison terrestre. Et 80, c'est un chiffre parfait, puisque ça redouble le 40. Eh bien, ce voyage en 80 jours fait deux choses à la fois. D'un côté, il suggère la possibilité du désir du voyage. On va dire, c'est une sorte d'invitation au voyage pour reprendre un thème de Baudelaire, un titre de Baudelaire.
Et puis en même temps, il y a un autre aspect qui est une sorte de mélancolie du voyage, quelque chose qui annonce presque déjà triste tropique, c'est-à-dire le monde d'un seul coup est devenu mesurable. Le monde n'est pas infini, le monde est fini. On peut en faire le tour en 80 jours grâce à l'accumulation des machines qui sont là. Alors, on a une sorte de double aspect. Les machines permettent de rêver de faire le voyage total, mais en même temps, les machines suppriment la rêverie de l'infini, puisque donc, effectivement, le monde est connaissable complètement en 80 jours. Alors, si je cite Triste Tropique, c'est Lévi-Strauss, vous savez, qui commence par la thématique de je hais le voyage, parce qu'effectivement, le monde est devenu petit aux yeux de Lévi-Strauss dans les années 50-60, et déjà chez Jules Verne, il y a une sorte de mélancolie. Le monde connaissable est devenu vraiment connaissable, voire connu, ce qui est à la fois enthousiasmant. De l'autre côté, c'est un peu triste quelque part. Et donc, c'est cette ambivalence de la machine qu'on va essayer de creuser un petit peu. Alors, un des grands romans de Jules Verne, en 1975, c'est L'île mystérieuse. Alors, L'île mystérieuse, ça rapporte par deux fois la machine. Dans L'île mystérieuse, on voit une bande de gens, des Français et un Anglais, Cyrus Smith, qui débarquent sur une île, on va dire vierge, un petit peu comme Robinson Crusoe. Simplement, il y a à leur tête un ingénieur qui va assez rapidement transformer l'île en machine gigantesque qui va lui permettre de fabriquer des armes, de produire de l'acier, de produire du charbon, de faire de l'électricité, de faire, etc., de se faire même un système avec un chemin de fer. Et donc, grâce à l'ingénierie de l'ingénieur Cyrus Smith, eh bien, effectivement, l'île devient une machine gigantesque à permettre de vivre confortablement quand on est des Occidentaux, et en plus quand on a la chance, apparemment, pour Jules Verne, de ne pas avoir des femmes à bord, ce qui crée toujours des problèmes. Les femmes sont quelque peu absentes des romans de Jules Verne, pas tout à fait, on aura l'occasion d'y revenir peut-être. Mais si l'île mystérieuse est à la fois le triomphe du machinisme grâce à Cyrus Smith, c'est aussi le lieu où le capitaine Nemo vient stationner à la fin de sa carrière sous l'île mystérieuse, sous le volcan. Il y a une grosse gigantesque, et le capitaine Nemo, avec son Nautilus, alors que tous ses compagnons sont morts et qu'il est rentré dans une grande mélancolie, aide quelque peu cette équipe dirigée par Cyrus Smith en leur fournissant ici ou là quelques matériaux qui vont les aider à survivre mieux et donc à développer une technique machiniste. Et la machine gigantesque du capitaine Nemo va s'effondrer dans l'effondrement de l'île complet, qui est l'éruption volcanique, qui met fin à la fois pratiquement au roman, l'équipe française en particulier est sauvée, mais qui détruit complètement l'énorme machine qui, certes, apparemment a permis au capitaine Nemo de devenir en quelque sorte, métaphoriquement, maître du monde, mais cependant la puissance volcanique, la puissance du feu détruit la machine. Et donc la machine, si on pense qu'elle nous permet d'être maître du monde, est une illusion parce que le volcan est plus fort et que la vie du capitaine Nemo elle-même est limitée. Le capitaine Nemo est un homme, bien que ce soit Nemo, et donc il est condamné à mort lui aussi, et donc la machine aussi va mourir. Une des grandes machines les plus terribles de Jules Verne se trouve dans un roman qui paraît en 1979, qui est un peu méconnu malheureusement, qui s'appelle Les 500 millions de la Bégume. Il y a là un énorme héritage qui est fait par des gens, en particulier un Français et un Allemand. Le Français va constituer une ville idéale, merveilleuse, qui s'appelle Franceville, et l'Allemand va constituer une énorme, on est quelques années après la défaite de 1870, une énorme aciérie gigantesque dans le monde américain, équipée d'un camion gigantesque avec lequel il vise la ville de Franceville. Et donc là se développe l'idée de la machine absolument mauvaise, la machine absolument terrifiante, faite évidemment par un Allemand, bon, naturellement, mais voilà. Et donc la machine est pleine de potentialités négatives, et il suffit qu'un ingénieur fou s'en empare, ça peut devenir terrible. Et donc c'est au service de nos rêves, mais à ce moment-là, de nos rêves d'angoisse, parce que effectivement, Jules Verne, comme d'autres, sont extrêmement inquiets de la possibilité des canons qui vont être développés ensuite pendant la guerre de 14 ou plus tard, et dont on a déjà vu les effets ravageurs dans la guerre de 70 et dans la guerre de sécession un peu auparavant. Euh, un des grands livres de Jules Verne, un peu oublié malheureusement maintenant, de machine, date de 1886, qui s'appelle Robur le Conquérant. Drôle de personnage que Robur le Conquérant, voilà un personnage qui a un nom robuste, de roc et de chêne, et qui est un conquérant. Alors ce type-là, lui, il participe au début du roman à un débat sur l'aviation. Peut-on faire des avions, enfin des systèmes de propulsion dans l'air, qui soient plus lourds que l'air ou plus légers que l'air? Les partisans du plus léger que l'air semblent triompher, donc c'est les ballons. Et lui annonce qu'il est capable de faire un système plus lourd que l'air. Et donc, tout le monde se moque de lui. Simplement, on voit apparaître peu à peu dans le monde une espèce d'énorme avion, enfin, qui est un bateau gigantesque avec des hélices qui flottent un peu partout, qui s'appelle l'Albatros,
et qui circule et qui effraie tout le monde et qui d'ailleurs est véritablement effrayant. Il va prendre dans ce bateau-avion un certain nombre de personnages qui vont faire avec lui le tour du monde et constater la puissance terrifiante de cet albatros. Alors, l'albatros, dans la littérature, ça vient de Baudelaire. Dans Les Fleurs du Mal, il y a un des poèmes les plus célèbres qui s'appelle l'albatros. Et voici soudain l'albatros, qui n'est plus un oiseau, qui n'est plus un poète, qui est incarné en une machine gigantesque, géniale, qui prévoit en quelque manière l'aviation, c'est-à-dire la capacité du plus lourd que l'air à se déplacer dans l'air, mais qui, au bout du compte, échoue complètement. Euh, Parce qu'il va être détruit effectivement par les gens qui vont l'embarquer. Ce Rebours le Conquérant va apparaître dans le dernier roman publié par Jules Verne en 1904 et qui s'appelle Maître du Monde. Alors Rebours le Conquérant n'est pas mort à la fin de Rebours le Conquérant, le roman qui est là, et il fabrique une nouvelle machine qui se déploie de manière diverse et qui s'appelle l'épouvante. Le titre est extraordinaire, Maître du Monde, voilà le projet, hein, voilà le projet qui est déjà chez Nemo, qui est un peu partout, qui est le projet vraiment de l'ingénieur absolu. Vous vous souvenez de la phrase de Descartes qui dit qu'il faut se rendre comme un maître et possesseur de la nature. Le Rebours le Conquérant veut vraiment l'être. Il invente une machine qui lui permet d'avoir une machine qui fait à la fois automobile, qui fait en même temps avion, qui fait en même temps sous-marin, et qui donc permet d'aller partout à des vitesses considérables et de tout casser, détruire et de dominer tous les espaces, toutes les dimensions du monde. Cette machine est terrifiante et effectivement, Robur le Conquérant s'apparaît comme un personnage terrible. Il ne faut pas souhaiter que Robur le Conquérant soit partout et évidemment, heureusement, ça finit fort mal. Alors, voilà quelques-uns des romans à machine, il y en a beaucoup d'autres. Je reparlerai dans un instant de L'île à hélice. Il y en a énormément d'autres. Dans l'œuvre de Jules Verne, il y a par exemple des automobiles dans Le Testament d'un excentrique, il y a des machines minières dans Les Indes noires, il y a une machine qui fait apparaître une femme qu'on a aimée dans Le Château des Carpates, avec des systèmes, on va dire, plus ou moins d'hologrammes. Il y a des sous-machines qui apparaissent, y compris dans 20 milieux sous les mers, avec des scaphandres, des petits systèmes de plongée un peu partout. Donc, il y a dans l'œuvre de Jules Verne, mais pas dans tous les romans, un grand nombre de machines qui combinent des machines existantes, et Jules Verne y tient beaucoup, avec des machines qui pourraient exister à la limite de la fin du 19e siècle. Au fond, toutes ces machines participent d'un rêve de maîtrise, le grand rêve de maîtrise occidentale, mais en même temps d'une inquiétude devant cette maîtrise. Au fond, Robur le Conquérant et peut-être Nemo sont des personnages qui manquent de maîtrise de leur maîtrise. Maître du monde, oui, mais est-ce que le monde ne va pas être maître de cette maîtrise même? Et est-ce que cette maîtrise n'est pas une folie? Au fond, Victor Hugo ne partage pas l'optimisme assez naïf de Victor Hugo quant aux machines et au XXe siècle. Un des derniers poèmes de Victor Hugo s'appelle XXe siècle et on voit une espèce d'avion-bateau qui flotte dans l'air. Et cet avion-bateau qui flotte dans l'air, qui est une machine gigantesque, c'est la promesse du progrès, les États-Unis d'Europe, l'amitié, etc., la révolution harmonieuse des peuples, etc. Victor Hugo ne partage, Zola, Jules Verne ne partage pas du tout cet optimisme un petit peu naïf peut-être. Il ne se soucie pas non plus beaucoup des réalités sociales. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Les réalités sociales, c'est vraiment ce qui intéresse Zola. Hein, les machines de Germinal, la bête humaine et bien d'autres choses. La machine a servi l'homme, comme le montre aussi Verhaeren dans Les villes tentaculaires. Ce qui l'intéresse davantage, c'est un souci du monde dans sa totalité. Et donc, quelque part, de la fin du monde. Lui, il n'est pas un socialiste ou un pré-socialiste obsédé par la lutte des classes. Ce n'est pas non plus un catholique, même s'il est plus ou moins catholique, obsédé par le péché. C'est plutôt une sorte de classique qui est préoccupé par la domination de l'amour-propre. L'amour-propre, c'est une des grandes notions des classiques français, de La Fontaine, de La Rochefoucauld. Au début de La Rochefoucauld, il y a cette maxime, l'amour-propre est le plus grand de tous les flatteurs. C'est vraiment ce qui est dangereux, c'est l'amour-propre. Et cet amour-propre est en nous, et on ne peut pas s'en débarrasser, sinon peut-être par un certain humour. Chez Jules Verne, l'humour est très très important, comme d'ailleurs chez Proust, dont on parlera demain. L'humour se trouve très souvent chez des personnages un peu secondaires. Par exemple, dans le 20 milieux sous les mers, il y a Ned Land, qui est un marin qui n'est pas du tout fasciné par la machine extraordinaire du capitaine Nemo, qui fascine vraiment un Renax. Ned Land, il a envie de bien manger, de bien vivre, d'être heureux, etc. Il y a souvent des valets, des domestiques qui sont embarqués un peu par hasard dans des aventures extraordinaires et qui échappent au rêve de la fascination des machines. Les valets, Ned Land ou quelques autres, au conseil ou autres, sont comme des antidotes au rêve de la fascination pour les machines. Au fond, les machines de Jules Verne sont au service de nos rêves, sans doute, mais elles ne sont pas les esclaves de nos rêves.
elles servent judicieusement nos rêves parce qu'elles les critiquent, ces rêves. Parce que ce sont des fictions conscientes, des machines critiques de nos rêves, ou du moins de certains de nos fantasmes. Alors, s'il y a vraiment des machines de Jules Verne, par-delà les machines qu'il représente, c'est les machines qu'il met entre nos mains ou sous nos yeux et par lesquelles, effectivement, il nous habite. Ce sont les romans. Les romans de Jules Verne sont des machines. Ils résultent toujours d'un travail précis, d'une finalité, d'un travail d'exercice, d'écriture, de plan. On connaît la formulation qu'on attribue à Racine, mon plan est fait, ma pièce est faite. Eh bien, les romans de Jules Verne, c'est aussi les travaux où le plan est préalable et puis la chose est faite. Comme chez Zola, il y a une documentation considérable. Au fond, les voyages extraordinaires résultent d'un travail très ordinaire, évidemment, d'écriture, de documentation, de mise en plan, avec des sortes de prises de risque. Au fond, ces romans sont des machines fabriquées par Jules Verne pour produire un maximum d'effets avec finalement un minimum de moyens. Les moyens, c'est l'encre, c'est le papier. Ça n'a pas besoin de faire des films à grand spectacle comme on l'a fait parfois avec les romans de Jules Verne. C'est peu de choses. Mais ce n'est pas simplement que les romans sont des machines parce qu'ils sont des sortes de machines à lire, pour reprendre une expression d'un critique bien célèbre. C'est aussi que ce sont des objets qui sont fabriqués avec Hetzel, avec le fameux Hetzel dont on a parlé tout à l'heure, comme des machines à rêve. Tout le monde a vu un jour ou l'autre les magnifiques livres de la collection Hetzel, ces grands livres de couleur rouge, avec cette couverture cartonnée, avec cet aspect extrêmement précieux, avec dans chacun des livres le texte Jules Verne écrit en assez gros caractères, et puis des gravures plus ou moins admirables qui représentent les machines, qui font elles-mêmes rêver, ces gravures, et qui représentent autre chose que les machines, aussi les poissons, les profondeurs, qui ont fait rêver en particulier Hergé. Et donc, les livres conçus par le couple Hetzel-Verne, c'est des sortes de machines, non simplement à lire, mais à voir. Il y a les images, à toucher. Au fond du compte, c'est des machines à rêver, c'est des machines luxueuses dont on rêve de les avoir dans la bibliothèque. Et on va dire la plus illustre des machines de Jules Verne, le Nautilus, l'œuvre du capitaine Nemo, contient une immense bibliothèque. Dans la machine quasiment de rêve, il y a ces machines à rêver que sont les livres. Les livres dont Jules Verne sait qu'ils sont éventuellement du poison et que ce poison a fonctionné sur le capitaine Nemo. Le livre n'est évidemment peut être libérateur, mais le livre, Flaubert l'a montré assez bien avec Madame Bovary, peut être un excellent poison qui nous amène à de faux rêves, à des fascinations douteuses, comme d'ailleurs toutes sortes d'autres arts. Au fond, les livres sont des pharmacones bons ou mauvais. On va dire, Jules Verne le sait bien, là, quelque part, l'éducation scientifique, même qui passe par des livres à laquelle il adhère, est à la fois un bien, mais peut-être possiblement un mal. Le fait que les connaissances techniques soient diffusées, eh bien, c'est très bien, mais en même temps, ça peut tomber entre les mains de Robur le Conquérant ou d'autres personnages comme le fabricateur de canons de Stalstad, etc. Au fond, chez Jules Verne, tout se retourne. Tout se retourne. C'est quelque chose de typique de lui. Jusque dans les lettres. On l'a vu, Nemo, homme. Ardan, Michel Ardan, Nadar. Un des plus beaux retournements, c'est un roman qui s'appelle Hector Servadac. Servadac, donc c'est un personnage qui se trouve emporté à travers les espaces intersidéraux grâce à une sorte de météore. Et Servadac, si on le retourne, Servadac, vous le retournez, ça fait cadavère. C'est la mort qui se promène dans les espaces intersidéraux. C'est une sorte de vanité que Servadac qui se retourne elle-même. Et donc, le retournement chez Jules Verne, c'est pas simplement pour faire une toupie, simplement, qui tournerait sur elle-même, mais c'est parce qu'en se retournant, cette espèce d'énormité fait révélation. Le retournement, c'est ce qui va opérer la révélation. Alors, je vais dire quelques mots pour terminer dans les romans les plus admirables à mes yeux de Jules Verne, qui s'appelle L'île à Hélice. C'est un roman assez tardif, je crois, de 1880. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'île à Hélice? Quelque chose dont on rêve tous quelque part. Donc, tous les riches de la Terre, on rêve tous d'être un petit peu riches, se réunissent pour mettre leurs capitaux ensemble et pour constituer une île dans laquelle ils se retrouveraient, eux qui sont riches, qui sont bien éduqués, en bonne santé, etc., qui ne sont pas violents, et pour disposer de tous les moyens possibles pour être heureux dans un agrément parfait. Donc, une sorte de club méditerranéen idéal, uniquement pour riches, bien entendu.
Et donc, cette île a la particularité de pouvoir se déplacer parce qu'elle a des moteurs géants. Et donc, s'il fait un peu trop chaud, on monte un petit peu au nord. S'il fait un petit peu trop froid, on descend un petit peu au sud. S'il y a un peu trop de vent, on va se mettre là où il n'y a pas trop de vent, etc. Et on fait en même temps le tour du monde en allant voir les îles ou les paysages qui paraissent extrêmement délicieux. Et donc, on constitue donc une sorte d'utopie politique où il n'y a que des gens bien, en gros en bonne santé, et des gens qui sont instruits, bien sûr, des gens qui ont une certaine moralité, et puis des gens qui ont de l'argent, bien entendu, et ils disposent de tout, tous les moyens, le sport, la musique, des opéras, des bibliothèques, enfin, tout est absolument parfait. C'est le rêve de la culture intégrale, scientifique et technique dans cette. Et donc, c'est une machine gigantesque qui est pilotée grâce à l'argent, grâce à des ingénieurs, et qui, pendant un certain temps, fonctionne assez bien. Il y a des gens qui s'y opposent un petit peu de l'extérieur. Il y a quelques sauvages, des bandits par-ci par-là, dans les mers Caraïbes qui ont envie d'embêter cette île à hélice, mais ils sont exterminés assez rapidement parce qu'on a les moyens de se défendre. Mais ce qui va détruire l'île à hélice, c'est un vice intérieur, c'est l'amour-propre. Dans l'île à hélice, les gens vont, au bout d'un moment, se diviser en deux camps pour des raisons, on va dire, politiques, internes, et surtout des raisons tout à fait idiotes de vanité. Hein, il y a les blancs et les noirs, si on veut, les rouges et les verts, enfin, peu importe. Hein, voilà, qui vont se diviser en deux camps qui vont s'opposer. Il y a un camp qui va dire, avec beaucoup d'autorité, aux ingénieurs qui commandent les moteurs, lancer le moteur à fond sur la droite, et l'autre camp dit lancer le moteur à fond sur la gauche. Et à ce moment-là, l'île se distord, se casse, et au lieu, elle tourne plus ou moins, mais en même temps, elle se déchiquette. Et ce qui apparaît, c'est évidemment la destruction de l'île, et c'est la vanité infinie de l'homme, ou plutôt son amour propre sans mesure aucune. Et donc, on a une apocalypse par un tourbillon. Donc, on n'a pas un mouvement stérile de rotation, on a une apocalypse créée par le tourbillon lui-même. La machine s'autodétruit par la folie interne des hommes à laquelle on ne peut pas grand-chose, sinon qu'on peut en rire, en sourire, et c'est le travail du roman, en quelque manière. Alors, au fond, est-ce que c'est des machines au service de nos rêves? Pas tout à fait, puisque ces machines sont à la fois bonnes et mauvaises, elles se retournent, et c'est dans ce retournement que ça se déchire, que ça fait apocalypse, hein, pour en prendre le mot grec hein, de révélation qui permet de penser. Au fond, si j'en conclus un petit peu sur une formule un petit peu, c'est que si je lis Jules Verne, et si je pense, et je pense que c'est vraiment un artiste, on lit dedans que l'art n'est pas que pour nous faire rêver. Il est aussi, quand il est important, ce qui est le cas de Jules Verne, et là je suis tout à fait de l'avis de Michel Serres et de quelques autres, une machine extrêmement séduisante qui se retourne pour, par les déchirements qu'elle produit, nous aider à penser. Et donc il y a tout cela, le retournement, le déchirement et l'aide à penser. Et voilà l'importance, quelque part, il faut que le Nautilus soit détruit pour que l'on puisse librement penser. Voilà, merci. Merci beaucoup, Yves. Et donc, je vais commencer par vous remercier pour ce voyage extraordinaire dans le monde de Jules Verne, du coup. Voilà. Alors, il y a déjà une question, mais avant de passer aux questions des utilisateurs, moi, je vais vous poser une première question. Alors, ce Jules Verne apparaît un peu comme une étoile solitaire, c'est-à-dire que est-ce qu'il a été influencé par d'autres écrivains de l'époque? Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Et inversement, qu'est-ce qu'il a fait comme émule? C'est-à-dire, est-ce qu'il a influencé d'autres gens au début du 19e siècle, par exemple? Alors, il est certain que Jules Verne a beaucoup lu. Hein, par exemple, il a lu Robinson Crusoe, voilà, très bien. Il a lu aussi beaucoup de romans de Balzac, de Zola, des gens comme ça. Il y a un auteur qu'il a beaucoup admiré, alors c'est un point commun avec Baudelaire, c'est Edgar Poe. Et donc, dans Edgar Poe aussi, hein, il y a évidemment ces rêveries sur des systèmes qui ne sont pas aussi poussés que chez Jules Verne, mais la racine est là, hein, voilà, bien entendu. Et puis, il connaît bien sûr la littérature comme, comment dire, du XVIIIe siècle, l'encyclopédie, tous ces auteurs-là. Il connaît Cyrano de Bergerac, il connaît aussi Rabelais, il fait des allusions. Et donc, il y a un grand passé littéraire. Ensuite, bon, Jules Verne, s'il n'est pas un scientifique, c'est-à-dire il n'a pas fait d'études scientifiques, il n'a jamais été ingénieur, il n'a même pas été technicien, était, on va dire, un lecteur de l'équivalent de Science et Avenir et de Science et Vie de l'époque. Hein. Il y a toute une série de revues, voilà, à l'époque qui existent. Il suit des conférences d'académies savantes un peu partout, et donc il se documente
assez précisément, mais on va dire de seconde main, sur tout ce qui peut être fait en science. Alors évidemment, c'est un lecteur de gens comme Lamarck, comme Cuvier et autres, des paléontologues, des géologues de l'époque. Quand on lit Voyage au centre de la Terre, on s'aperçoit qu'il a une idée extrêmement précise de ce que la géologie, la paléontologie, pour prendre un exemple à ce moment-là. Il est par exemple un très grand lecteur de Camille Flammarion, qui est un astronome, bien sûr, mais aussi un géographe. Et donc, il est très documenté. Et donc, c'est un très, très grand lecteur. C'est un type, visiblement, qui dormait assez peu et qui était extrêmement sérieux dans ses lectures. Hein, voilà. Alors, ensuite, qui l'a influencé? Bon, alors, je crois à peu près tout le monde en réalité, parce qu'on s'aperçoit quand on lit de près Jules Verne, de Marcel Proust par exemple, que Marcel Proust connaît bien l'œuvre de Jules Verne, en tout cas les grands romans, c'est-à-dire les voyages. Immédiatement, très frappante, Rimbaud. Rimbaud, c'est quand même le bateau ivre, ça sort directement, c'est une combinaison entre les travailleurs de la mer et 20 milieux sous les mers. Et donc, en quelque sorte, c'est le résultat d'une sorte de copulation entre Victor Hugo et Jules Verne qui produit le bateau ivre, c'est-à-dire deux textes très différents, un texte un peu délirant à certains égards de Victor Hugo et un texte extrêmement nourri de science qui est celui de Jules Verne. Alors ensuite, les surréalistes, alors que Jules Verne n'est pas du tout un surréaliste, se sont beaucoup intéressés à Jules Verne à cause des gravures qui ont fait rêver un petit peu. Un certain nombre de gens d'ailleurs ont découpé les gravures de Jules Verne pour faire des tableaux à partir de là. Et puis ensuite, évidemment, on va dire, par exemple, Le Voyage au bout de la nuit, eh bien, de Céline, le titre vient bien évidemment des voyages extraordinaires de Jules Verne, et quelque part, le voyage en espèce de galère de Bardamu jusqu'à New York, hein, c'est une sorte d'anti-voyage julvernien, tout en étant un voyage julvernien. L'Afrique, dans lequel le voyageur qui s'appelle Bardamu se trouve mêlé, c'est-à-dire cette Afrique coloniale abominable avec les coloniaux qui exploitent les Noirs d'ailleurs qui ne sont pas terribles non plus, la nature avec des arbres bouffis de queleton, etc. Enfin, cette Afrique dégueulasse, c'est l'Afrique dans laquelle on se trouve quand on ne peut pas se balader au-dessus en ballon. C'est l'anti-Afrique du ballon de 5 semaines en ballon. Donc, quand on est dedans, voilà comment ça se passe, vous voyez, enfin, véritablement. Et puis, évidemment, quelqu'un comme Michel Butor, par exemple, un des romanciers du XXe siècle que j'admire le plus, est un des très grands connaisseurs de Jules Verne, à la fois dans son œuvre critique, mais par exemple, la modification de Michel Butor est une réécriture des voyages extraordinaires de Jules Verne. C'est-à-dire, c'est un voyage écrit à la seconde personne du pluriel, vous, voilà, où un homme se rend comment dire, de Paris à Rome dans un wagon, donc c'est un voyage ordinaire, dans un train, etc. Et puis au bout du compte, revient, une fois qu'il a compris que ça ne sert à rien de voyager. Et là, il pense régulièrement à Jules Verne, qui est une des grandes sources de l'œuvre de Butor. Alors après, bon, des quantités d'auteurs contemporains connaissent Jules Verne. Bon, pour moi, un des plus grands auteurs du XXe siècle, c'est Hergé. Et bon, Hergé, il y a des livres entiers sur ça. Hergé est nourri constamment de Jules Verne. Voilà. Mais beaucoup d'autres. Hein. Et aussi, évidemment, les cinéastes qui ont mis Jules Verne en film, en dessin animé, qui le recitent, etc. Bon, il n'y a pas de film comme Les Aventuriers de l'Arche perdue qui ne passe par Jules Verne à un moment ou à un autre. Bon, Disney, évidemment, a utilisé Jules Verne. Jules Verne est un peu partout dans notre culture. D'accord. Alors, il y a une question d'Olivier Mock qui est arrivée. Alors, Jules Verne évoque aussi le changement d'orientation de l'axe de rotation de la Terre. Est-ce que c'est une préfiguration des sujets de géo-ingénierie visant à modifier climat et continent? Alors, bon, manifestement, Jules Verne n'est pas au courant du changement climatique. Hein, voilà, bon, parce qu'au XIXe siècle, personne n'en parle. Enfin, bon, nous-mêmes, quand nous étions jeunes, on ne nous en parlait pas. Enfin, voilà, il faut attendre les années 70 pour que, bon, voilà, et puis les années récentes pour que ça rentre dans la culture commune. Alors, ceci dit, il était très préoccupé par des questions de déplacement de l'axe de rotation de la Terre. Ça l'intéressait beaucoup. Alors, d'autant plus que dès le XIXe siècle, comment dire, les géologues ont remarqué un certain nombre de phénomènes qu'on peut difficilement expliquer. Enfin, une des hypothèses, on n'avait pas la théorie de la dérive des continents à l'époque du tout. Une des hypothèses qu'on faisait, c'est que la Terre changeait d'axe assez régulièrement. Mais alors complètement. Cette hypothèse est en partie révélée fausse, mais quand même, il y a un certain nombre d'éléments de rotation, d'oscillation. Hein. Eux, ils voyaient vraiment des basculements à 180 degrés complètement, parce que donc, puisqu'on trouve, par exemple, au Groenland, des traces de végétation tropicale, donc ils ont conclu qu'à un certain moment, le Groenland était typiquement
complètement sous les tropiques, hein, voilà, typiquement. Et donc, la Terre avait basculé. Alors ça, c'est une grande idée du 19e siècle dont on sait qu'elle est fausse, mais qu'elle n'est pas tout à fait fausse, puisqu'effectivement, la Terre aussi quelque peu. Ce qu'on sait maintenant, ça a été d'ailleurs expliqué il n'y a pas très longtemps à l'hôtel de la César par un paléontologue de mes amis, Pascal Tassi, c'est évidemment que les continents ont dérivé, mais ça, Jules Verne n'en a aucune idée. Simplement, il a quand même une idée qui vient de Diderot, des gens comme ça, d'une métamorphose générale des formes et des choses. Voilà, mais il ne peut pas la formuler, hein, véritablement. D'accord. Il n'est pas un grand anticipateur en science, hein, il est plutôt quelqu'un qui pousse à l'extrême, comment dire, les techniques du temps. Par exemple, on a découvert l'électricité au 19e siècle, en gros, et il comprend qu'on peut en faire plus que ce qu'on en faisait à l'époque. D'accord. Alors, il y a une autre question qui est arrivée. D'abord, je commence par dire donc un très grand merci pour cette passionnante conférence. Et ensuite, cette maison à hélice dont vous avez parlé, n'est-elle pas un profond questionnement politique sur le progrès et ce qui nous amène à aujourd'hui? Oui, alors nous, on la lit en 2022, et c'était déjà un peu l'intention de Jules Verne, avec un mélange de fascination pour l'espèce d'anticipation qu'opère Jules Verne, et puis d'angoisse sur l'incapacité que l'on a à peut-être tenir compte de l'avertissement qu'il nous donne par anticipation. Parce qu'en effet, donc, ce que constituent ces hommes, c'est quelque part ce que nous essayons, en tout cas en Occident, de constituer, une espèce d'énormes machines dans lesquelles nous serions protégés de tous les inconvénients de la nature et dans lesquelles nous arriverions à l'intérieur de cette énorme machine à vivre en paix grâce au développement des techniques, de la culture aussi, hein, bien entendu. Dans cette île à hélice, il n'y a pas que des machines, il y a aussi des orchestres symphoniques, des théâtres, des bibliothèques, enfin tout ce qu'il faut. Hein, voilà. Il y a même la télévision, enfin il y a tout ce qu'il faut. Et en dépit du fait que ces gens ont tout ce qu'il faut, et qu'en plus on élimine de cela ceux qui sont vraiment débiles, ceux qui sont trop malades, enfin etc. Enfin voilà, les ratés. Donc on a un truc qui a été réalisé, accompli, en tout cas tenté d'être accompli par le nazisme, hein, à bien des égards, en dépit du fait qu'il réalise cette utopie d'une société qui ne comporte en gros que des gens riches, que des gens éduqués comme on le pense, hein, à l'occidental, dans lequel il y a tous les dispositifs de la culture possible, tous les dispositifs pour se soigner, pour s'informer, etc. Il y a quelque chose qui n'est absolument pas éradiqué. C'est ce que les classiques appellent l'amour-propre, qui est le plus grand de tous les flatteurs et qui nous oppose assez facilement les uns aux autres. Et donc, la guerre, certes, ne vient pas que de l'extérieur, elle vient du cœur des hommes. Et ce cœur des hommes, ben, pour Jules Verne, eh bien, c'est très mystérieux, mais ce n'est pas par la technique, ce n'est certainement pas par même la culture, peut-être c'est désespérant qu'on peut y échapper. Donc il y a quelque chose qui pour nous comme une sorte d'avertissement, si on va dire la paix mondiale était établie, que toute l'humanité se consacre uniquement à la technique, à la science, à la culture, etc., eh bien peut-être bien que nous ferions tourner la Terre quand même malgré tout dans les deux sens et que le casserions. Voilà, et là il y a quelque chose de très inquiétant et qui est plus inquiétant encore que le fait qu'un savant fou comme Robert le Conquérant ou Nemo ou quelque autre s'empare à un endroit X ou Y du pouvoir, parce qu'on peut toujours se dire le savant fou, on peut l'éviter, on peut le combattre, on peut l'assassiner, enfin, etc., on peut s'en débarrasser. Mais dans l'île à l'hélice, ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a pas de savant fou. C'est la totalité humaine, enfin tous ceux qui sont dans l'île à hélice, qui en dépit de leur culture, de leur savoir, etc., etc., ne peuvent pas s'empêcher de s'affronter les uns les autres et au bout du compte de se détruire. Et la fin, c'est l'apocalypse. Hein, tout est détruit. Ils sont tous morts. D'accord. C'est effectivement très... Bon. Alors, en fait, je vais vous poser une question parce que vous avez parlé qu'il y avait très peu de femmes dans l'œuvre de Jules Verne. Et vous avez dit par ailleurs que en fait, lui-même n'était pas un homme à femme, donc ce n'était pas tellement son souci apparemment. Donc, est-ce que vous pouvez développer un petit peu ce très peu de femmes dans quel... Alors bon, on raconte que Jules Verne, dans sa jeunesse, quand il avait 13 ou 14 ans, était tombé à Nantes amoureux d'une jeune femme qui était par là, et que bon, rien ne s'est produit, voilà, et que, bon, grand désespoir, enfin, n'a pas trouvé charmant le mot du monde.
Et donc, quelques années plus tard, il a rencontré une dame avec qui il s'est marié, avec qui il a eu un enfant en particulier. Et cet enfant, ça n'a pas été une grande réussite. Il s'appelait Michel. Et ça n'a pas été une grande réussite parce que oui, il était un mauvais bougre. Enfin, il foutait rien à l'école. Il contestait son père. Il s'intéressait pas du tout au roman de Jules Verne jusqu'à la fin, pratiquement. Sauf qu'à la fin, tout à fait, il s'est mis à compléter le roman de Jules Verne. Et donc, il a bon là. Alors, de Jules Verne, personne ne connaît l'histoire d'amour. Enfin, bon, c'est pas comme Balzac, Flaubert, Stendhal, dont la vie érotique, bon, fourmille d'aventures. On ne compte pas le nombre de leurs maîtresses, éventuellement enfants cachés, etc. Sur Jules Verne, rien de tel, visiblement. Bon, bien caché son jeu, mais visiblement non. Donc, voilà, un homme voilà, qui n'allait pas comme Maupassant ou autre au bordel, etc., ce qui était l'activité de beaucoup de gens au XIXe siècle. Par ailleurs, alors ce qui est très frappant dans ces romans, et en particulier, bon, on va dire dans le Capitaine Nemo, dans le ballon, dans l'île mystérieuse, dans 20 milieux sous les mers, c'est qu'il n'y a pas de femmes. Les héros ne sont jamais des héroïnes. Il n'y a pas l'idée que des femmes pouvaient inventer des machines extraordinaires. Euh, alors que les femmes qui apparaissent par-ci, par-là, alors elles sont naturellement très pures, un peu sottes, voilà, légèrement agitées du bocal de temps en temps. Elles sont vraiment au magasin des accessoires, pour reprendre l'expression de Sartre, qui ne parle pas des femmes à ce moment-là, mais d'autres choses, du salut. Et donc, effectivement, la littérature de Jules Verne est une littérature presque sans les femmes. On va dire que quelque chose procède de cela dans l'œuvre de Tintin, hein, de Milou, où les femmes sont quasiment absentes. Il y a la Castafiore, évidemment. Alors, Castafiore est plutôt pénible, désagréable et tout ce qu'on veut. Mais après, évidemment, c'est pas une chienne, c'est un chien, c'est Milou, c'est le capitaine Haddock, c'est les Dupont, etc. Et les ennemis sont aussi des hommes, Rastatus-Plos, etc. Alors, dans le de Jules Verne, c'est la même chose. Donc, c'est un monde quasiment sans les femmes. Il y a quelques exceptions par-ci par-là qui se promènent, mais elles ne sont pas au premier rang, elles sont pas elles sont ni angoissantes, comme c'est chez certains auteurs, ce ne sont pas des mères possessives ou je ne sais pas quoi contre lesquelles il faudrait lutter. Il n'y a pas ce que Balzac appelle la Fedora, c'est-à-dire la femme tentatrice, plus ou moins sorcière, plus ou moins pute, enfin, etc., etc. Il n'y a pas des femmes qu'on va essayer de caractériser longuement, comme Madame Bovary, par exemple, hein, chez Flaubert. Il n'y a pas évidemment Madame de Rhénal, etc. Il y a des femmes qui par-ci par-là en épousent, voilà, et qui sont plus ou moins à l'arrière-plan. Et donc, ça, un trait. On dirait que Jules Verne a fait sienne, mais ce n'est pas le cas vraiment, une formulation de Monsieur de Rênal. Monsieur de Rênal dans Le Rouge et le Noir, qui est donc le maire de Verrières, qui est le mari de Madame de Rênal, qui est un homme un peu grossier. Ah. Etc. Et il définit les fans comme ça. Il dit ce sont des mécanismes, des mécaniques compliquées auxquelles on ne comprend rien. Voilà. Et donc, c'est pas très intéressant. C'est pas voilà, c'est mécanique, on ne comprend rien. On ne sait pas très bien quoi en faire. Bon, Malraux, c'est un peu pareil. Hein. Dans les romans de Malraux, il n'y a pas de femmes. Et lui dit je peux inventer que des personnages intelligents et qui sont des hommes. Enfin, voilà. Après, Malraux a une vie amoureuse. Hein, mais voilà, il y a des grands écrivains Victor Hugo, enfin pas Victor Hugo, Malraux, Jules Verne, pour qui les femmes ne sont pas dans l'œuvre, ou quasiment pas, elles sont vraiment dans le décor. Hein, voilà. Elles jouent un rôle presque inférieur aux chevaux et aux oiseaux. Elles sont là, bon, elles s'encombrent un peu parfois, bon voilà. On les épouse à l'occasion, hein, voilà, sont la récompense pour une chose ou une autre. Mais voilà. Alors, on n'en sait pas plus. Hein. Alors, bon, certains ont supposé que Jules Verne était peut-être homosexuel, des choses comme ça. Bon, on n'en sait rien, c'est pas très intéressant. Voilà. Voilà. Bon, manifestement, parmi les grands écrivains du 19e siècle, c'est un cas. La plupart d'entre eux sont vraiment des hommes à femmes, hein, voilà, et même à bordel et compagnie. Enfin, voilà, la relation avec la maîtresse et la pute, enfin, est presque consubstantielle des écrivains du 19e siècle. On n'est pas un grand écrivain si on n'a pas un certain nombre de maîtresses et si on ne va pas au bordel. Alors, pas Jules Verne. D'accord. Alors, j'ai une question aussi. Or, si je comprends bien votre conférence, on peut dire de Jules Verne ni un technophile, ni un technophobe. Ah oui, ça c'est sûr. Alors, bon, il est fasciné hein, par la technique. Bon, il le raconte quand il dit, même quand j'étais gamin, je regardais les machines, donc il y a une fascination réelle. Et bon, on voit bien dans la description de ces machines comme le Nautilus un enthousiasme hein, devant la perfection incroyable que ces machines bon,
atteignent et les possibilités qu'elles ouvrent à l'homme. Mais en même temps, une inquiétude très forte parce qu'effectivement, d'une part, ces machines peuvent tomber entre les mains et être même l'œuvre, et elles sont souvent l'œuvre de gens plus ou moins fous, hein, voilà, qui sont animés par une violence considérable et qui sont dangereux, et donc voilà, qui est très dangereux. Et d'autre part, le fait que les machines, même si elles sont fabriquées de manière collective, ce qui est dans le cas de Lila Ellis, hein, il n'y a pas un inventeur unique, c'est, disons, des ingénieurs, des scientifiques, c'est un peu le CNRS de l'époque, hein, qui fabrique cette machine. Eh bien, même ces machines ne transforment pas, disons, le fond du cœur de l'homme. C'est-à-dire, vous savez, Pascal disait, quand je regarde l'homme, qu'il est creux et plein d'ordures. Bon, il y a cette idée chez Jules Verne, hein. Chez Jules Verne, l'homme n'est pas bon. Il peut l'être, mais il y a quelque chose de très dangereux en lui, qui est l'amour-propre. D'accord. Toujours cet amour-propre sur lequel Oui, toujours cet vous revenez amour-propre beaucoup. que la société ne corrige pas. Voilà. Et qu'on voit éventuellement à l'œuvre un peu partout, enfin, en effet. Alors ça, c'est vraiment une idée qui vient, bon, de la littérature française classique, hein, chez La Fontaine, Jules Verne, Pascal, La Bruyère, etc. Il y a constamment cette thématique. C'est pas la thématique du péché, c'est le fait que l'homme ou la femme, hein, s'aime trop et finalement ne pense qu'à échapper à la mort. Vous voyez, bon, c'est dans les Fables de La Fontaine, la première, la cigale et la fourmi qui pourrait être charitable, qui pourrait être comme l'abbé Pierre, enfin la fourmi, ou la fourmi qui pourrait aider la cigale. En fait, ce qui lui plaît, c'est de dire à la cigale, eh bien, dansez maintenant, et donc de rigoler, et donc de s'exalter dans son refus de la mort en triomphant. Et ça, c'est terrible. Voilà, parce que La Fontaine ne présume pas que si on éduquait la fourmi pendant des années, qu'on l'envoyait écouter des conférences de MAPOM ou qu'on l'envoyait à l'université ou à Sciences et Animation, etc., elle changerait profondément. Voilà, donc il y a un pessimisme au cœur de l'œuvre de Jules Verne, un pessimisme anthropologique, hein, voilà, qui est très marqué, et qui s'exprime très bien, en particulier dans L'Île Ulysse, qui est un roman que je conseille à tout le monde de lire, parce que c'est un grand roman sur la modernité, et ce n'est pas un roman sur le héros fou. Le héros fou, c'est une notion romantique, hein, très, très présente, depuis Goethe, etc., qui traverse l'œuvre de Balzac et de bien d'autres, et de Victor Hugo, donc le héros fou, voilà, qui invente des grandes choses, qui est habité par le diable. Là, Lila Ellis, c'est plus terrible, il n'y a pas de héros fou, c'est la société elle-même, des hommes, et des hommes les meilleurs, qui contient une possibilité de folie. Comment dire, Michel Serres insiste beaucoup sur ce roman, hein, c'est l'absence de maîtrise de notre maîtrise. Alors, une question de François Joyer, donc président de Instant Science. Oui. Jules Verne est-il encore lu par les jeunes? Alors, moi, je ne saurais pas répondre de manière générale. Alors, d'abord, j'ai l'impression que Jules Verne est un auteur qui est beaucoup plus lu par les garçons que par les filles. Que ça reste vrai quand je pense à mes étudiants, anciens étudiants, comme j'avais essentiellement des étudiantes, puisqu'en classe préparatoire littéraire, on a surtout des filles, les filles étaient peu lectrices de Jules Verne. Elles allaient lire beaucoup plus Colette, ou enfin, voilà, des choses comme ça. Bon, parce qu'en effet, il me semble, hein, qu'il n'y a pas de place immédiate pour les thématiques qui intéressent en général les filles dans l'œuvre Jules Verne. Voilà, c'est très genré. Voilà. Ça ne veut pas dire que les filles ne lisent pas. Mais bon, il faut bien dire que les héros auxquels on est invité à s'identifier ou à combattre, c'est des hommes. Donc, il y a déjà probablement une bonne partie des jeunes qui sont des filles, évidemment, ou des femmes, qui ne sont pas très attirés par l'œuvre de Jules Verne. Voilà. Ensuite, évidemment, il y a beaucoup de jeunes qui sont très peu lecteurs en général. Et un roman de Jules Verne, ben, c'est nécessairement un peu long et voilà, et c'est un peu daté. Voilà. Ceci dit, moi j'observe dans le milieu, enfin, des gens que je connais, bon, peut-être un peu les fils de profs, les fils d'universitaires, les fils d'artistes, etc., que Jules Verne est parfois intégralement lu ou presque intégralement lu par des jeunes gens, ou des jeunes gens de 13-14 ans. Bon, j'ai un ami qui est pasteur qui lisait avec son fils les romans de Jules Verne les uns après les autres. Et le gamin qui doit avoir 12-13 ans est un passionné. Enfin, vous savez, comme il y a des tinténophiles, un jurvernophile, et voilà. Voilà. Alors, je crois qu'on probablement peu de jeunes en nombre lisent Jules Verne.
les romans de Jules Verne qui sont lus, c'est toujours les mêmes, hein, 20 milieux sous les mers, etc. Voilà. Il y en a toujours. Et moi, j'ai remarqué qu'une année où on avait 20 milieux sous les mers au programme de l'école normale supérieure, eh bien, les Cagneux sont pris de passion pour ce livre. Vraiment de passion. Les Cagneux et les Cagneuses. Ils ont découvert un grand écrivain. Alors peut-être que c'est aussi que j'aime bien Jules Verne, mais enfin, visiblement, voilà, ça a été un très grand succès des classes de Cagnes cette année-là, pas simplement de la mienne. Les étudiants ont beaucoup aimé, alors que des auteurs mis en valeur récents, par exemple Claude Simon, qui a eu le prix Nobel il y a 15 ans, 20 ans, etc., a fait un four complet devant la plupart des Cagneux. Ils l'ont détesté, ils ont trouvé ça illisible. D'ailleurs, la liste des auteurs contemporains que les Cagneux, les étudiants n'aiment pas, est assez vaste. Mais Jules Verne, cette année-là, ça avait énormément plu. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut répondre plus? Je ne sais pas. Il faudrait avoir des statistiques, poser des questions à tous les jeunes. Mais bon, j'imagine que la réponse serait très différente entre les garçons et les filles. Et puis, naturellement, les garçons lecteurs, eh bien, malheureusement, hein, c'est des zones de la population de classe moyenne. Une autre question est arrivée. Y a-t-il un lien entre sa vision de rêve scientifique et leur représentation artistique? Est-ce qu'il y a un lien entre j'ai pas bien compris, entre le rêve Entre sa vision de rêve scientifique, il s'agit oui, de la vision de Jules Verne, et leur représentation artistique. Je ne peux pas vous dire plus parce que c'est ce qui est marqué. oui. Alors, bon, ce qu'il y a de sûr, c'est que Jules Verne est animé par un rêve de connaissance. Et que au XIXe siècle, l'art est traversé par l'idée d'une ambition intellectuelle et morale considérable. Bon, on le voit chez des grands romanciers, Tolstoï, Balzac et bien d'autres. Que les peintres ont une envie d'explorer la totalité du monde et de se mettre en accord avec les connaissances du temps. Par exemple, un peintre comme Delacroix se rend au Maroc et ailleurs et va peindre avec beaucoup de soin tout ce qu'il voit. Et donc, il y a bien un rêve de connaissance qui se traduit dans la peinture. On voit ce rêve de connaissance chez des gens comme les impressionnistes. J'ai évoqué Monet tout à l'heure. Bon, Monet connaît les théories de la lumière qui s'élaborent à la fin du XIXe siècle et expérimente par ses tableaux toute une série de phénomènes, disons, lumineux. Et les tableaux sont des expériences. On voit bien qu'un Zola, du côté de la littérature, connaît à peu près tout ce qu'on pouvait connaître en sciences de son temps-là et effectivement produit une œuvre qui a une sorte de valeur scientifique et de diffusion de la science. Alors voilà un peu ce qu'on peut dire. Simplement, Jules Verne propose dans son écriture, disons, quelque chose qui n'est pas absolument inventif dans la technique du récit. C'est-à-dire, là où Proust, par exemple, va être extraordinairement inventif quelques années plus tard, où déjà des gens comme Huysmans de son temps sont extrêmement inventifs, au fond, Jules Verne se dit, je vais devoir raconter des histoires avec un début et une fin qui s'adresse à un public auquel il pense qu'il est largement assez jeune, mais je crois qu'il devait déjà plus ou moins faire par anticipation la devise du journal de Tintin, vous savez, pour des jeunes de 7 à 77 ans. Et là, il essaie d'être au fond assez conventionnel dans son écriture. Alors, de ce point de vue-là, il est très réactionnaire par rapport à des écrivains de son temps comme Mallarmé, qui va essayer de rendre compte de la totalité de l'univers dans des poèmes éclatés sur la page blanche et qui se dit, si je veux rendre compte de ce que la science du temps et des connaissances qu'on peut avoir peuvent nous donner, je ne peux pas me contenter de raconter des histoires. Or, Jules Verne pense qu'on peut raconter des histoires. Alors, il n'est pas certain que à la fin du XIXe siècle, disons, la science n'implique pas une critique des histoires. Qu'est-ce que c'est qu'une histoire, un récit? C'est quelque chose qui est de manière classique, c'est quelque chose qui a un début et une fin, qui propose un sens et une aspiration vers une cohérence. Hors question, et des gens comme comment dire, l'auteur d'Ulysse, James Joyce et quelques autres vont le mettre en valeur très profondément. Effectivement, cette idée d'une histoire qui va d'un début vers une fin, qui produit un sens et qu'on peut maîtriser, elle va se heurter profondément
à la relativité, à la physique quantique, aux nouvelles théories de l'histoire qui vont apparaître, aux nouvelles théories de la lumière, etc. Disons, à tous les effets de fragmentation qui vont apparaître à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Or, comment dire, euh, Jules Verne est complètement réactionnaire de ce point de vue-là. Ce qui fait d'ailleurs pour nous un certain plaisir de lecture, parce que quand on lit, nous qui connaissons, comprenons vaguement qu'il y a d'autres physiques, d'autres manières de penser le monde que celles qui consistent à raconter une histoire d'un début vers une fin avec un sens cohérent que l'on peut voir d'un point de vue à peu près absolu, parce qu'effectivement la relativité est passée par là, parce que la physique quantique est passée par là, parce que la relativité dans toutes sortes de sens en sciences humaines est passée par là, eh bien effectivement, eh bien, une sorte de nostalgie parce que l'œuvre de Jules Verne est une œuvre de ce point de vue classique, au sens que Roland Barthes employait ce mot, c'est-à-dire une œuvre dans laquelle on s'installe confortablement, comme dans un fauteuil, en fumant sa pipe, en regardant passer le film, en regardant la télévision s'allumer, et avec un sens qui nous est proposé. On sait bien, disons, aujourd'hui, avec la science moderne, que le monde certainement ne fonctionne pas comme une ligne parfaitement intégrable, avec un début et une fin, avec un sens, etc. Alors, Jules Verne n'a pas inventé, à certains égards, l'œuvre littéraire qui correspondrait à la science, disons, du début du XXe siècle, ce que vont faire en peinture, par exemple, des gens comme Picasso, Mondrian et bien d'autres. Mais Jules Verne, il est déjà d'une autre époque. Et que va tenter Marcel Proust, hein, évidemment, avec des rotations, des incertitudes, etc. Jules Verne crée une œuvre d'une facture, on va dire, balsacienne hein, dans l'écriture. D'accord. Alors, une question, une remarque de Johan Lango, directeur de Instant Science. En fait, il dit la chose suivante, le parallèle entre la conquête spatiale de Jules Verne et celle qui a eu lieu au XXe siècle, à savoir pousser au paroxysme de sa puissance une arme de guerre, est assez fascinant. Et la question, Jules Verne anticipait-il que certaines prouesses techniques seraient des conséquences de guerres dévastatrices et de la course à l'armement? Oui, alors ça, très clairement. Bon, par exemple, dans les 500 millions de la Bégume, il montre un ingénieur, comment dire, qui s'appelle Schulz, qui est un ingénieur allemand qui maîtrise toutes les techniques de fabrication de l'acier, des canons, etc., et qui donc fabrique une ville qui s'appelle Stahlstad en intégrant tout ce qui va devenir la grosse Bertha et au-delà, l'énorme canon. Mais il le sait d'autant mieux qu'il a été parfaitement au courant de la guerre de sécession. Si on sait que la guerre de sécession est une guerre dans laquelle, pour la première fois, sont utilisées des mitrailleuses et donc des armes, on va dire, de destruction massive, même si on a trouvé beaucoup mieux. Donc, pour fabriquer des mitrailleuses, il faut de la technologie, enfin voilà, il faut des types d'acier, il faut un certain nombre de dispositifs, et ça permet de tuer non pas une personne à chaque tir, mais à chaque jet de balles, on peut peut-être tuer 10 personnes, 15 personnes, enfin, si on a de la chance, hein, voilà, on va balayer le territoire, et donc du coup, on détruit effectivement même une certaine idée d'héroïsme, parce qu'on peut tuer d'un seul coup une vingtaine de types qui avancent en même temps en sortant d'une tranchée ou autre. Et donc, la guerre de sécession a été pensée comme une guerre horrible. Et ce n'est pas un hasard si Jules Verne fait débuter de la Terre à la Lune dans les suites de la guerre de sécession. Guerre qui a été pensée comme une guerre avec des bateaux de guerre extrêmement modernes hein, pour l'époque, en acier, en métal, qui se bombardent les uns les autres et qui se détruisent comme une guerre très moderne, abominable, d'une abomination qu'on ne saurait pas dépasser. Hein, voilà ce qu'on a pensé. C'était tellement terrible que. Et donc, il a pu voir que la technologie pouvait se mettre au service de destruction massive. Il n'a pas vu la guerre de 14, il est mort quelques années avant, mais voilà. Et donc, il a bien conscience, effectivement, de l'ambivalence, c'est-à-dire le sous-marin permet de découvrir les poissons, les profondeurs marines, c'est un beau paysage, mais aussi de détruire les bateaux. Et les trains permettent aussi le commerce de choses abominables. Il en a parfaitement conscience. Donc là, c'est un pharmacone, la technologie peut soigner, guérir, faire qu'on voyage plus vite, etc., découvrir des connaissances nouvelles, mais elle sert beaucoup à détruire, et parfois le désir de destruction fait qu'on invente de la technologie. Alors, une autre question. Quelque part, c'est Monsieur Labarère ou Madame Labarère, quelque part, les écrivains influencent depuis toujours la science. Lorsqu'un écrivain imagine une machine qui n'existe pas encore, cela va donner à réfléchir aux scientifiques.
cela le pousse à réflexion pour obtenir un tel résultat. Les écrivains de science-fiction actuels ne seraient-ils donc pas déjà en train de créer la technologie de demain? Hein, alors ça n'a pas toujours été vrai parce que les écrivains n'ont pas toujours inventé des machines hein, pour la technologie, que bon, ça ne serait pas vrai de Molière, de Racine, de gens comme ça, enfin, voilà, dans les époques lointaines. Ça devient éventuellement vrai à partir bon, de Jules Verne, enfin, de la fin du 19e siècle, où effectivement, un assez grand nombre d'écrivains se mettent à décrire des technologies qui n'existent pas ou qui sont en tout cas émergentes, on va dire. Alors, bon, c'est absolument certain qu'un certain nombre de scientifiques modernes, français en particulier, ont été formés par la lecture des œuvres de Jules Verne. Et ça, bon, le commandant Cousteau et bien d'autres le racontent, et moi-même d'ailleurs, enfin, qui ne suis pas devenu un scientifique, mais qui fait des études scientifiques, c'est la lecture de Jules Verne qui m'a poussé pendant des années à vouloir faire de la géologie principalement, et évidemment, à certains moments, je voulais aussi aller sous la mer, etc. Bon, je n'ai pas développé ça, mais je suis convaincu que, par exemple, enfin, j'avais eu des révélations en discutant avec des scientifiques de l'Académie des sciences, que leur vocation scientifique a été en partie fabriquée par la lecture des romans de Jules Verne. Et alors, évidemment, le fait de fabriquer un sous-marin aussi remarquable que le Nautilus a excité l'imaginaire et le désir de création de tout un tas de types qui se sont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose comme ça? Voilà. Et donc, il est absolument certain que le sous-marin Nautilus a probablement accéléré, mais on ne peut pas mesurer de combien, voilà, on n'en sait rien, le désir européen de fabriquer des sous-marins aussi puissants que cela. Et d'ailleurs, c'est par hasard, on a appelé des sous-marins le Nautilus plus tard. Voilà. Il est probable que la conquête spatiale telle que l'a imaginé Jules Verne et qui passe par Hergé a évoquer, enfin, éveiller des vocations scientifiques. Alors, est-ce que comment dire, les scientifiques, les écrivains de science-fiction modernes ont des effets comparables? Absolument sûr. Oui, bien sûr. D'une part, ils amènent à réfléchir sur des états de société. Bon, je sais pas, moi, je pense à Barjavel ou des gens comme ça, mais aussi, il y a bien d'autres, mais aussi, ils proposent des engins dont on se dit que peut-être, effectivement, bon, ils existeront un jour. Alors, peut-être les ingénieurs trouvent-ils leurs sources dans des livres qu'ils ont lus quand ils étaient petits. Hein, c'est probable. Ça doit arriver. Moi, je me souviens d'avoir lu des romans de science-fiction quand j'étais jeune où il était question en gros, le téléphone portable avec des télévisions incarnées, on surveillait dans le téléphone, ça me paraissait extravagant, extraordinaire. Et il y a des gens qui l'ont fait depuis. Une question d'Olivier Mock. Verne a-t-il des homologues étrangers? Eh bien, non, pas à cette époque. Pas à cette époque. Il a été imité ensuite hein, par des gens, mais au moment où il écrit, hein, il est le premier écrivain mondial à faire ce qu'il fait avec l'ampleur qu'il donne à ce qu'il fait. Voilà. Et d'ailleurs, ça devient un écrivain mondial tout de suite. Hein, c'est-à-dire, bon, on m'a dit que plusieurs fois que Jules Verne était l'écrivain français le plus édité, le plus traduit dans le monde. Alors, je ne sais pas si c'est absolument vrai, mais ça doit être à peu près vrai. Hein, voilà. Et parce qu'effectivement, Jules Verne a une sorte de double anticipation, une sorte d'anticipation technologique. Bon, le sous-marin qu'il crée, ben, il le crée avant que les sous-marins comme ça existent. Il faudra attendre 40 ou 50 ans pour que des sous-marins, même pas comparables, existent. C'est maintenant qu'ils existent, enfin depuis 50 ans ou 60 ans. Mais il a une autre anticipation, c'est qu'il invente avant tout le monde bon, ce qu'on peut appeler le roman d'anticipation. Simplement, lui, il ne fait pas quelque chose comme ce roman se passera dans 10 ans, dans 20 ans. Le roman d'anticipation, c'est je vous raconte ce qui se passera en 2500, par exemple. Hein, voilà. Et donc, en 2500, on ira sur les planètes et compagnie. Lui, Jules Verne raconte ces histoires comme si elles étaient contemporaines du temps où le lecteur vive, et même un petit peu antérieur. Il ne prétend pas. Alors, ce qui est stupéfiant, c'est que les gens qui inventent des technologies, enfin des objets extraordinaires dans ces romans, ils utilisent en gros des technologies qui existent du temps de Jules Verne. Euh, et, euh, et voilà. Et alors, il peut raconter cette fiction que le Nautilus existe déjà. Et voilà, qu'il est dans la mer, que Robur le Conquérant a fabriqué son machin. Voilà. Par exemple, au début du Robur le Conquérant, c'est un très beau roman. Il y a un débat aux États-Unis entre le plus lourd que l'air et le plus léger que l'air. Et donc, c'est un débat technologique. Est-ce qu'on peut fabriquer des engins qui volent et qui sont plus lourds que l'air? Ça paraissait impossible. La solution, c'était les ballons, évidemment. Mais les ballons avaient beaucoup d'inconvénients. Ils brûlent, on ne peut pas les diriger, etc. Et donc, il y a un type qui arrive en disant, dans ce débat qui est celui des années 1880, moi, j'ai une technique pour faire voler du plus lourd que l'air. Et
je crois sans me tromper, c'est Clément Ader qui, le premier, peut-être a fait le premier avion. Voilà, en tout cas, c'est à peu près à ce moment-là. Donc, Clément Ader fait un engin qui est plus lourd que l'air, ce qui est contre-intuitif. Voilà ce que fait Jules Verne. Donc, il est dans l'anticipation technologique, mais sa grande anticipation, c'est d'inventer un type de roman qu'on appelle maintenant roman de science-fiction, que lui n'appelait pas roman de science-fiction, avant tout le monde. Voilà, de sorte, c'est un des plus grands créateurs de la littérature mondiale. Non seulement il invente des romans qui sont des succès, mais il invente un genre de littérature qui n'existe pas avant lui. Mais de ce point de vue, il est plus fort que Flaubert, de ce point de vue simplement, Flaubert ou Balzac, qui font ce que d'autres, au même moment à peu près, font. Hein, un roman d'amour très compliqué comme Madame Bovary. Alors, il n'y a rien de tel exactement dans le monde entier, mais des romans qui racontent des histoires de femmes adultères et qui se suicident et autres, il y en a d'autres dans le monde. Mais Jules Verne, il y a quelque chose de vraiment nouveau, ce qui a fait son succès. Parce que d'un seul coup, on s'est dit, voilà. Et pour Walt Disney ou autre, bon, l'auteur de science-fiction au 19e siècle, c'est clair, c'est le français Jules Verne. Une dernière question peut-être de Aurélien. Est-il étonnant ou finalement logique cet apparent antagonisme chez Verne entre sa fascination pour les machines et son anthropo-pessimisme? Alors, ça pourrait être complètement opposé. C'est-à-dire, on peut être fasciné par les machines et croire absolument aux bienfaits des machines. Et se dire, bon, il y a actuellement des gens, je ne sais plus comment on les appelle, enfin, c'est des gens qui pensent à l'homme augmenté, etc., des gens qui croient absolument et qui ont cru, bon on va dire, c'était le cas de gens comme Voltaire au XVIIIe siècle, comme Condorcet, qui croient à la valeur absolue du progrès humain. Bon, il voit bien qu'il y a par-ci par-là quelques inconvénients, mais enfin, bon, les avantages l'emportent très, très, très largement sur les inconvénients qui restent marginaux. Chez Jules Verne, il y a à la fois une fascination pour la machine, mais à la fois une terreur devant la machine. Et on va dire probablement ceci dès le début, c'est-à-dire que 5 semaines en ballon, c'est un roman colonial, mais ce n'est pas un roman finalement si enthousiaste que ça pour la colonisation. Donc c'est des gens qui se baladent au-dessus de l'Afrique, qui sont des Blancs, et puis en dessous il y a les Noirs et les animaux. Ils sont intelligents et puissants, et les autres sont plus ou moins idiots et plus ou moins méchants. Mais il y a quelque part dans ce roman, même dans ce roman-là, une sorte de mélancolie qui se balade, qui est cette domination facile par le ballon léger des Blancs modernes sur les Noirs et sur les animaux et sur la nature. Elle a quelque chose de vraiment inquiétant, vraiment d'horrible au bout du compte. Hein, voilà. Et là, il y a chez lui une inquiétude vraiment fondamentale qui, bon, dire, un ami psychanalyste m'avait dit, bon, il y a un lien entre sa méfiance à l'égard des femmes et sa méfiance à l'égard des machines, etc., et du progrès. Au fond, Jules Verne ne croit pas trop, d'une part, au plaisir. Alors, toutes les formes de plaisir, hein, les personnages de ces romans ne sont pas des voluptueux. Hein, voilà. Ned Land, qui est le voluptueux, est un peu marginal à l'intérieur du Nautilus. Hein, voilà, il est un peu ridicule à bien des égards. Donc les voluptés, qui sont celles du sexe, de la nourriture, de toutes choses comme ça, c'est pas tellement le lieu chez Jules Verne. Et d'autre part, la procréation, c'est-à-dire ce qu'on peut faire avec des femmes en particulier, ou que les femmes peuvent faire avec des hommes, ce n'est pas un sujet chez lui très intéressant. Les enfants ne l'intéressent pas. Il y a comme une sorte d'angoisse dans l'homme. Et quelque part, il y a une angoisse dans le féminin en tant que, à la fois, il est un espace incertain de la tendresse et des plaisirs, mais aussi un espace peut-être dangereux de la reproduction. Et alors, Jules Verne a eu beaucoup de problèmes avec son fils Michel, qu'il aurait voulu avoir comme un futur ingénieur, plus ou moins génial, travailleur, enfin tout ce que vous voulez, enfin tout ça. Or, ce n'était pas le cas. C'était une espèce de cancre scolaire, contestataire, n'aimant pas son père pendant des années et des années. Et là, il y a sans doute une angoisse profonde chez Jules Verne. Après, bon, il ne faut pas trop faire de la psychanalyse à distance. Hein. D'accord. Bon, mais des questions se sont taries. Donc, je vous remercie beaucoup au nom de tous les auditeurs et auditrices. Et merci Nesset et merci Instant Science. Et pour ce voyage extraordinaire dans le monde de Jules Verne. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.